Richard Kouadio était un homme accompli. Dans la capitale animée d'une nation africaine sans nom, il était reconnu pour son élégance, son intelligence et la stabilité apparente de sa vie familiale. À 53 ans, il dirigeait une société d'import-export prospère et vivait dans une somptueuse villa au quartier des Hauts Plateaux avec sa femme Léa et leurs 2 enfants. Mimi, une jeune femme coquette de 22 ans, et Gildas, un garçon de 19 ans déjà impliqué dans les affaires. Dans les rues poussiéreuses en contrebas, les gens l'enviaient et murmuraient « Richard, c'est un homme béni. Il a tout. Une belle femme, des enfants, la santé. Quelle chance !» Mais ce que le monde voyait n'était qu'une façade, une peinture éclatante sur un mur fissuré. Léa, sa femme, était d'une beauté spectaculaire. Elle savait comment s'habiller, comment sourire, comment attirer les regards. Mais Richard avait remarqué qu'elle ne souriait véritablement que lorsqu'il lui offrait des bijoux, souvent coûteux, brillants, sans réelle signification. À chaque bijou, un baiser. À chaque collier, une caresse. Mais sans or ni diamant, elle redevenait distante, presque étrangère. Mimi, leur fille, n'appelait son père « papa » que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Pour ses voyages, ses virées entre copines ou ses projets sans queue ni tête. Quant à Gildas, il ne parlait que de contrats, d'investissements et de parts d'héritage, comme si Richard devait déjà être mort pour qu'il vive pleinement. Un jour, Richard ressentit une étrange douleur dans la poitrine. Rien de violent, mais assez pour le pousser à consulter un médecin. Ce dernier, après des examens, lui assura qu'il était en parfaite santé. « Vous êtes robuste comme un baobab, monsieur Kouadio », plaisanta-t-il. Soulagé, Richard prit un vol le lendemain pour un court séjour d'affaires à Abidjan. Là-bas, il signa un contrat lucratif. Mais pendant tout le voyage, son esprit restait embué. Quelque chose clochait. Il ressentait une solitude glaciale. Il ne savait plus si sa réussite était réelle ou une prison dorée. Il décida alors de rentrer un jour plus tôt, sans prévenir personne. La nuit était tombée lorsqu'il gara sa voiture devant la villa. Les lampes du jardin étaient allumées, une lumière douce filtrait à travers les rideaux du salon. Il poussa la porte d'entrée sans bruit. À l'intérieur, il entendit des voix étouffées. L'une d'elles était celle de Léa. L'autre, masculine et inconnue. Il s'approche lentement du salon, se plaçant derrière le grand rideau ivoire. Ce qu'il entendit lui glaça le sang. « Il m'énerve, cet homme. Toujours à parler d'amour et de loyauté. Mais tu sais quoi? Si cet homme meurt maintenant, je te jure que ma vraie vie commence. » Elle rit doucement, d'un rire de jeune fille amoureuse. L'homme répondit « Hilar, envoie juste un signal, et on arrange ça. » Puis, Richard entendit le bip caractéristique d'un aréphone. Ces téléphones bon marché que les jeunes aimaient utiliser pour éviter d'être pistés. Il en avait acheté un pour Gildas une fois, mais ici, ce n'était pas son fils qui le tenait. C'était Léa. Il recula, la gorge nouée, il monta silencieusement à l'étage, referma la porte de sa chambre et s'assit. Tout était donc faux? Était-ce pour cela que Mimi ne l'appelait que pour de l'argent? Que Gildas calculait sans cesse? Que Léa l'embrassait en fonction de la valeur d'un bijou? Cette nuit-là, Richard ne dormit pas. Au petit matin, il prit son passeport, un sac de voyage, une enveloppe qu'il remplit de billets et quitta la maison. Il laissa tout derrière lui. Clés, téléphone, carnet d'adresses et même son alliance. Il disparut. 3 mois plus tard, dans un village reculé de l'Ouest, un vieil homme nommé Baba Sako entretenait un petit dispensaire et cultivait des plantes médicinales. Il hébergea un homme mystérieux venu de la ville qui ne parlait presque pas et passait ses journées à aider aux champs. Les villageois l'appelèrent Tonton Ngoran. Il était discret, poli, mais avait toujours le regard perdu dans un ailleurs douloureux. Un soir d'orage, alors que le feu de bois crépitait, Baba Sako rompit le silence. « Tu fuis quelque chose ou tu cherches quelque chose ?»
Richard sourit tristement. Je fuis ce qui semblait être la vie, et je cherche peut-être la mort. Mais elle ne veut pas de moi. Raconte-moi, proposa le vieillard. Alors Richard raconta tout. La trahison de Léa, l'indifférence de ses enfants, l'hypocrisie du bonheur. Il termina ainsi. Tout ce que j'ai bâti était faux. Je me suis tué à la tâche pour nourrir des serpents. Et ce soir-là, derrière le rideau, j'ai entendu leur poison. Il venait du téléphone d'un pauvre amant, caché dans ma maison, riant avec ma femme, rêvant de ma mort. Baba Sako soupira longuement. Quand le serpent entre dans la maison, ce n'est pas la faute du serpent. C'est que la maison avait un trou. Richard fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Que ta maison était bâtie sur des apparences. Tu n'as jamais voulu voir les fissures. Tu as fermé les yeux. Mais les haréphones, eux, ne mentent jamais. Ils enregistrent la vérité brute, sans maquillage. Richard hocha la tête. Pour la première fois depuis des mois, il sentit une larme couler. Il ne la retint pas. Le temps passa. Richard devint un homme simple. Il soignait les gens, racontait des histoires aux enfants, réparait des toitures. Il devint un homme de confiance. Un jour, une équipe de télévision passa par le village pour un reportage. L'un des journalistes le reconnut. « Monsieur Kouadio, le grand homme d'affaires, tout le pays vous cherche. » Mais Richard répondit simplement « Cet homme est mort. Moi, je vis enfin. » Et il retourna à ses champs, sous le soleil paisible d'un monde sans trahison, sans bijoux, sans faux sourires. Seulement la terre, la vérité, et le silence derrière les rideaux. Le reportage fut diffusé 1 mois plus tard. Un documentaire sur la résilience africaine où Richard apparaissait quelques secondes, nettoyant les outils d'un dispensaire. Son visage n'était pas clairement montré, mais pour ceux qui l'avaient aimé sincèrement, cela suffisait. Dans la grande villa vide des hauts plateaux, Léa visionna l'émission d'un œil distrait. Lorsqu'elle vit Richard, elle sursauta. Elle recula, agrandit l'image, appuya sur pause. Oui, c'était bien lui, en vie. Et il ne lui avait rien dit. La panique s'empara d'elle. Elle n'était plus l'épouse du riche Richard. Les comptes bancaires étaient bloqués, les partenaires d'affaires n'avaient plus confiance et l'amant s'était volatilisé avec un bracelet en or et 2 millions de francs CFA. Gildas, furieux, cria dans le salon. « Il est vivant! Il s'est joué de nous! Où est son testament? Il doit payer pour ce qu'il a fait! » Mimi, maquillée et fatiguée, leva les yeux de son téléphone. On aurait dû l'aimer pour de vrai. Il n'était pas si mauvais. Léa éclata. « Ne joue pas les sages, Mimi. Toi aussi tu n'en avais que pour ces cadeaux. » Le silence retomba. Un silence lourd que ni l'or ni les voyages ne pouvaient remplir. À des kilomètres de là, Richard aidait à construire un nouveau puits. Il riait avec les enfants, chantait avec les femmes pendant qu'elles pilaient le mil, écoutait les anciens raconter l'histoire du vent et des montagnes. Une nuit, alors qu'il était assis au pied d'un baobab, il entendit une moto s'arrêter au loin. Une silhouette descendit, hésitante. C'était Mimi. Elle avait mis des jours à retrouver le village. Elle portait un pagne simple, sans maquillage, sans bijoux. « Papa » murmura-t-elle. Richard ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers le ciel, vaste et pur. Puis il lui fit signe d'approcher. Elle s'assit à côté de lui, les yeux pleins d'eau. « J'ai été injuste. J'ai été ingrate. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander pardon, mais je voulais au moins te le dire. » Richard posa une main sur son épaule. « Tu ne m'as jamais demandé qui j'étais vraiment, Mimi. Tu voulais seulement ce que je pouvais t'offrir. Je sais, mais j'aimerais apprendre maintenant. Si tu me laisses, je veux connaître ton cœur, pas ton portefeuille. » Un long silence suivit. Puis Richard murmura « Alors reste, pas comme une fille de la ville, mais comme une enfant de la vérité. Ici, on ne triche pas. » Elle acquiesça. Le lendemain, elle se leva tôt, balaya la cour, alla au champ.
Elle apprit à tordre la pâte, à porter l'eau, à écouter les anciens. Elle pleura souvent. Mais chaque larme lavait un peu plus les faux semblants qu'elle avait portés toute sa vie. Un jour, un jeune homme du village, Yao, instituteur et passionné de poésie, demanda à Richard s'il pouvait écrire un livre sur son histoire. Il faut que le monde sache ce que les aréphones ont révélé. Ce téléphone, c'était un miroir. Il a montré ce que personne ne voulait voir. Richard sourit. Écris-le. Mais dis-leur que la vraie richesse, ce n'est pas l'or. C'est de savoir qui t'aime quand tu n'as rien. Le livre sortit 1 an plus tard. Titré « L'homme derrière le rideau », il devint un best-seller local. Des écoles l'utilisèrent. Des familles discutèrent autour de lui. Dans les rues, on entendait souvent « Que dirait ton père s'il écoutait derrière le rideau ?» Quant à Richard, il ne retourna jamais à la ville. Il fonda une école, un centre de santé et fit planter 100 arbres pour chaque année qu'il avait vécu dans le mensonge. Un jour, assis au même endroit sous le baobab, il vit une femme venir à pied. C'était Léa, vieillie, amaigrie, mais digne. Elle se tint droite. « Je ne suis pas venue te demander de revenir, » dit-elle. « Je suis venue te dire merci, parce que grâce à ta disparition, j'ai découvert qui j'étais vraiment. » Il la regarda longtemps. « Et qui es-tu » ? « Quelqu'un qui ne veut plus vivre derrière un rideau. » Il lui offrit un thé. Ils parlèrent jusqu'au coucher du soleil, puis elle repartit. Sans cri, sans pardon formel. Juste la paix. Le vieux Richard mourut paisiblement des années plus tard, entouré d'enfants, de villageois et de Mimi, devenue institutrice. Sur sa tombe, on grava ces mots « Ici repose un homme qui entendit les aréphones et choisit de vivre ».